Bonsoir à tous, nous voici donc sur une dernière vidéo à propos de matrices et d'applications linéaires. Alors cette fois-ci donc nous allons revenir sur la notion de rang d'une matrice via essentiellement la proposition 15 dont on va beaucoup discuter ici. Alors allons regarder tout de suite la proposition 15. Donc on prend une matrice grand A à n lignes et à p colonnes à coefficient dans R ou dans C. R, on prend un entier quelconque inférieur ou égal à n et p. Eh bien la proposition 15 dit la chose suivante, elle dit que le rang de A est égal à R, si et seulement si il existe deux matrices U et V, toutes les deux inversibles, attention au format, je vous laisse vérifier, telles que grand A égale U fois JNPR fois V. La matrice JNPR étant la matrice ici à n lignes et p colonnes, on va revenir dessus. Mais d'abord, regardons bien cette relation A égale U JNPR V. Ça veut dire qu'en fait, on peut passer de la matrice JNPR à la matrice grand A en la multipliant à gauche et à droite par des matrices carrées de bonne dimension, mais surtout des matrices inversibles. Alors cette relation-là, entre des matrices, on l'a déjà vue, et on va revenir un petit peu dessus, sur cette relation, c'était à la page 9 du cours, voilà. C'est ici. C'était quand on avait regardé les matrices d'une même application linéaire, mais dans des bases différentes. Donc on s'était donné deux espaces vectoriels grand E, grand F, deux bases de grand E, BE et B'E, deux bases de grand F, BF et B'F, et une application linéaire f, petit f, de grand E vers grand F. On avait nommé grand M la matrice de l'application linéaire petit f dans les bases BE et BF, et on avait nommé M' la matrice de l'application linéaire petit f dans les bases B'E et B'F. Et donc on avait la relation suivante, où P et Q étaient des matrices de passage, c'est M' égale Q-1 MP. Donc P et Q étant des matrices inversibles, Q-1 est aussi inversible, et donc là on a exactement la même relation que dans la proposition 15. On passe de M à M' en multipliant à gauche et à droite par des matrices inversibles. Mais donc cette relation ici de multiplier à gauche et à droite par des matrices inversibles pour passer à une autre matrice, donc là on peut l'interpréter comme c'est une façon de passer de deux matrices qui représentent la même application linéaire mais dans des bases différentes. Et donc c'est une relation entre des matrices d'une même application linéaire. Alors en fait, cette relation-là, c'est une relation binaire sur les matrices à n lignes et p colonnes. On va dire que deux matrices M et M' sont en relation, si et seulement si, eh bien il existe Q et P, ou bien s'il existe Q-1 et P, inversible, ça revient au même, tel que M' égale Q-1 MP. Et donc cette relation binaire, eh bien, on va s'y intéresser maintenant, et en fait c'est une relation d'équivalence. Alors c'est une relation d'équivalence parce qu'elle est à la fois réflexive, symétrique et transitive. Alors réflexive parce que M est en relation avec M. Effectivement, si on prend n'importe quelle matrice, elle est toujours en relation avec elle-même. Il suffit de multiplier M ici par l'identité à gauche et à droite, qui sont des matrices inversibles, et donc on retombe bien sur M. Donc M est en relation avec M. On a une relation réflexive. Si M est en relation avec M', alors M' égale Q-1 MP, donc on exprime M' en fonction de M. Est-ce qu'on peut faire l'inverse, exprimer M en fonction de M'? Oui, il suffit tout simplement de multiplier les deux égalités, enfin l'égalité ici, les deux membres de l'égalité, par Q à gauche et P-1 à droite. Et donc on aura M égale Q, M' P-1, c'est-à-dire qu'on passe bien de M' à M cette fois-ci en multipliant par deux matrices inversibles à droite et à gauche. Donc on a une relation symétrique. La transitivité, je ne vais pas le faire parce que c'est un petit peu plus long, mais c'est exactement pareil. On pourrait démontrer qu'on a bien de la transitivité ici. La relation est bien transitive, donc si M est en relation avec M' et M' en relation avec M seconde, alors M sera en relation avec M seconde. Faites-le, c'est un petit exercice qui est pas bien méchant, ça se fait en une ligne, hein, franchement, ou deux lignes, allez. En fait, il suffit de partir de cette relation-là, puis on va remultiplier par un Q'-1 à gauche et un P' à droite, et on va se retrouver avec des produits de matrices inversibles, et un produit de matrice inversible, c'est une matrice inversible, aussi bien à gauche qu'à droite, il faut vérifier les formats, ça marche bien.
Donc en fait, on a une relation ici d'équivalence, et donc les éléments des classes d'équivalence de cette relation d'équivalence sont donc les matrices qui représentent un même endomorphisme dans des bases différentes. Voilà, donc ce sont toutes les matrices d'un même endomorphisme, parce que si vous partez de M qui est une matrice qui représente l'endomorphisme F, que vous multipliez par P et par Q-1, on va pouvoir passer comme ça à toutes les autres matrices, donc en faisant varier P dans GLP de K et Q dans GLN de K. Ainsi, on va balayer obtenir toutes les matrices de la classe d'équivalence, et qui va être en fait l'ensemble des matrices qui représentent l'endomorphisme F dans toutes les bases possibles des espaces de départ et d'arrivée. Alors maintenant, revenons un peu sur ce qu'on devait démontrer, donc la proposition 15 ici. Et vous voyez que là, en fait, on va pouvoir donc interpréter, c'est ce qu'on va faire dans la démonstration, interpréter cette relation d'égalité comme le fait que, en fait, à la fois A et JNPR représentent, sont les matrices, donc sont des représentations matricielles d'un même endomorphisme, mais dans des bases différentes. Donc la matrice JNPR, c'est une matrice à n lignes P colonnes, et R, alors R c'est le nombre d'éléments qui sont égaux à 1 ici, dans la pseudo-diagonale. Alors je dis pseudo-diagonale parce qu'a priori N et P ne sont pas égaux, donc c'est pas vraiment une diagonale, mais c'est pas bien grave. Donc des 1, on en a exactement R, c'est pour ça que le R apparaît ici. Et partout ailleurs, sur la matrice, ce sont que des zéros. Voilà, démontrons cette proposition. Alors comme c'est une équivalence ici, on va démontrer une double implication. Donc la première, franchement, un enfant de 3 ans, 3 ans et 2 mois peut-être, allez, peut le faire, il n'y a pas de souci. Donc on va supposer que la proposition de droite est vraie, on va démontrer que ça implique celle de gauche, donc ça veut dire, on suppose que A est égal à U fois JNPR, ou plutôt qu'il existe U et V des matrices inversibles avec les bonnes tailles, on vérifie bien, telles que A égale U JNPR. Mais en fait, A égale U JNPR, ça veut dire qu'on multiplie JNPR par 2 matrices inversibles à gauche et à droite. Et donc, si on s'intéresse au rang, on avait vu dans une proposition précédente que multiplier une matrice par des matrices inversibles ne modifie pas le rang. Donc en fait, le rang de U JNPR-V, c'est égal au rang de JNPR. Et comme c'est le rang de A, on a bien du coup le rang de A qui est égal au rang de JNPR. Ça c'est une égalité sur les matrices en termes de rang. Si on interprète cette égalité en termes d'application linéaire, ça signifie que quand on compose une application linéaire par des isomorphismes aussi bien à droite qu'à gauche, on ne modifie pas le rang de l'application linéaire qu'on avait au départ. Bon, alors on arrive au rang de A égale rang de JNPR, on regarde le rang de JNPR, c'est le rang de la matrice ici. Le rang de la matrice qui est ici, eh bien tout simplement, on peut se dire que ça c'est une matrice qui a été passée à la moulinette dans un Gauss-Jordan. Donc en fait c'est une matrice réduite, échelonnée réduite, et donc on n'a qu'à compter les 1 par exemple, si on va avoir le 1, si on va avoir le rang, et des 1, il y en a R justement, donc c'est R. Donc le rang de A c'est bien R, c'était ce qu'il fallait démontrer. Ou bien on peut regarder les R premières colonnes de la matrice, et les R premières colonnes de la matrice sont des R colonnes linéairement indépendantes. Toutes les autres colonnes sont constituées que de 0, donc ne sont pas indépendantes des autres. La réciproque de cette preuve donc est un peu plus compliquée, donc on va s'y atteler maintenant. Voilà, c'est parti. Alors c'est parti. Donc réciproquement, on va supposer que le rang de A est égal à R. Et R est donc inférieur ou égal au minimum entre N et P. Donc on va interpréter les choses, c'est-à-dire les égalités là qu'on a sur les matrices, ce qu'on veut sur les matrices, en fait on va l'interpréter en termes d'égalité sur des applications linéaires. Donc le rang de A, en fait on va considérer immédiatement l'application linéaire FA, qui est l'application linéaire canoniquement associée à la matrice grand A, donc c'est-à-dire l'application définie sur K puissance P à valeur dans K puissance N, dont dans les bases canoniques de Kp et de Kn, la matrice est la matrice grand A. Et on avait démontré que dans ces cas-là, le rang de A, c'est le rang de Fa. Le rang de A, c'est R par hypothèse, donc le rang de Fa, c'est R.
Mais si le rang de FA c'est R, ça veut dire que le rang de cette application linéaire c'est la dimension de l'image. Donc ça signifie que l'image de FA, qui est un sous-espace vectoriel de Kn, est un espace vectoriel de dimension R ici. Bon, j'arrête de surligner. Donc d'après le théorème du rang, on a que la dimension du noyau est égale à la dimension de l'espace au départ, qui est égale à P, moins la dimension de l'image, qui est R. Donc la dimension du noyau, c'est P moins R. Alors on va commencer par s'intéresser au noyau. Le noyau de FA, c'est un sous-espace vectoriel de K puissance P. Alors puisque, qui est de dimension P moins R, et donc puisque c'est un sous-espace vectoriel de dimension P moins R, eh bien on va en considérer une base, et donc qu'on appelle HR plus 1 jusqu'à HP, donc ce sont exactement P moins R vecteurs qui forment une base du noyau de l'application linéaire FA. Maintenant qu'on a une base du noyau, le noyau est un sous-espace vectoriel de K puissance P, donc on va de Kp dans Kn ici, hein, et donc puisque c'est un sous-espace vectoriel de Kp, on va compléter cette famille qui est une famille libre de Kp, puisque c'est une base du noyau. Donc comme c'est une famille libre de Kp, on va la compléter en une base de Kp. Donc à HR plus 1 jusqu'à HP, bon décidément j'y arrive pas, si j'y arrive, voilà j'insiste, HR plus 1 jusqu'à HP, on complète avec des vecteurs H1 jusqu'à HR. Et donc ainsi on obtient une base B, une base de K puissance P, donc une base de notre espace de départ. Alors après on va s'intéresser à l'espace d'arrivée. Donc, base de l'espace de départ, où à partir du R plus unième vecteur, on a des vecteurs du noyau de FA. Maintenant, on va regarder donc l'image, et donc pour ça, on va regarder les images des vecteurs de B. Alors pas tous les vecteurs, on va regarder les R premiers vecteurs, donc on prend I qui est compris entre 1 et R, et on va regarder FA de HI. Donc FA de HI, on va le nommer GI. Donc GI est un vecteur qui est dans l'image de FA. Et maintenant, il se passe la chose suivante, c'est qu'on avait vu une proposition qui disait la chose suivante. C'est que quand on a le noyau d'une application linéaire, eh bien tout supplémentaire du noyau dans l'espace de départ est isomorphe à l'image. Donc à l'im de FA, tiens, je sais pas pourquoi il y a un petit S qui est apparu là, c'est l'image de FA et non pas l'image de FA, bon, peu importe. Donc, ça signifie que ici, le noyau de FA, c'est vect de HR plus 1 jusqu'à HP. Et donc, vect de H1 jusqu'à HR est donc un supplémentaire du noyau dans Kp. Donc le supplémentaire du noyau, c'est-à-dire vect de H1HR, est donc isomorphe à l'image de l'application linéaire FA. C'est ce qu'on a vu dans une vidéo précédente. Donc ça signifie que les vecteurs GI qui sont dans l'image, qui sont l'image par un isomorphisme, parce qu'en fait FA de HI c'est la même chose que FA restreint à vect de H1HR appliqué à HI. Donc c'est par cet isomorphisme, c'est les images d'une base, et les images d'une base, ça donne une famille, ça va donc être une base par un isomorphisme attention, c'est uniquement par un isomorphisme, l'image d'une base par un isomorphisme est une base de l'image de l'application linéaire. Donc, de l'application linéaire, donc une base de l'image de FA, ici. Donc, finalement, on va se retrouver avec les vecteurs GI pour y compris entre 1 et R qui forment donc G1-GR, une famille qui est une base de l'image de l'application linéaire FA. Et cette base de l'image, puisque c'est un sous-espace vectoriel de K puissance n, à nouveau on va le compléter avec GR plus 1 jusqu'à Gn, les vecteurs qui sont ici. J'arrive pas. Hein. Les vecteurs qui sont ici. Et comme ça, donc on a une base B' de K puissance n. Et donc, maintenant, on va regarder la matrice de l'application FA dans les bases B et B'. Donc B, c'est la base qu'on a fabriquée dans Kp, et B', c'est la base qu'on a fabriquée dans Kn.
Alors, on va regarder les dernières colonnes. Alors, les dernières colonnes, ce sont exactement les P-R derrière colonne. Donc, on a on a R première colonne, puis P-R colonne ensuite. Donc, on a bien un total de P colonnes. Alors, pour les P-R, j'y arrive, dernière colonne, on a dans cette matrice, puisque c'est la matrice de FA dans les bases B et B', ce sont donc verticalement, on va trouver sur ces colonnes-là les images des P-R derniers vecteurs de la base B, images par FA, exprimées dans la base B', mais surtout, puisque les P-R vecteurs sont ceux-là, c'est HR plus 1 jusqu'à HP, ces vecteurs-là, c'était des vecteurs du noyau de FA. Donc, leur image par FA, c'est le vecteur nul. Donc, ça veut dire que sur toutes les colonnes qui sont ici, il faudrait que je fasse un grand encadré ici, mais je ne peux pas. Sur toutes ces colonnes ici, donc les P-R dernière colonne, puisqu'on a les images de vecteurs du noyau, bah, ces images, c'est 0. Donc, on n'a que des 0 ici. Donc, on a là, à la fin, que des 0. Alors, maintenant, on va s'intéresser au début. Au début, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a ici FA du premier vecteur de B, c'est-à-dire FA de H1. Mais FA de H1, c'est G1, qu'il faut exprimer dans la base B'. Mais G1, c'est le premier vecteur de la base B'. Donc FA de H1 qu'on retrouve sur la première colonne, c'est une fois G1, que souvent je représente à droite ici, plus 0 fois G2, 0 fois G3, etc. 0 fois tous les autres vecteurs de la base B'. Donc première colonne, c'est bien 1, et puis que des 0. Deuxième colonne, bah, sur la deuxième colonne, on a FA de H2. FA de H2, comme ici, c'est aussi G2. Et donc FA de H2, c'est 0 fois G1, 1 fois G2, 0 fois G3, 0 fois tous les autres vecteurs. Et donc on a la deuxième colonne, 0, 1, 0, 0, etc. Et ça, c'est vrai jusqu'à GR. Donc on retrouve bien ici la matrice JNPR. Donc finalement, la matrice JNPR, c'est la matrice de FA dans les bases BB', mais FA était l'application linéaire canoniquement associée à grand A, donc grand A c'est aussi la matrice de FA dans les bases canoniques de KP et KN. Donc, en utilisant les matrices de passage, que je n'ai pas décrites, peu importe, il existe des matrices de passage, donc des bases canoniques vers les bases B, donc de la base canonique de KP vers la base B, et la base canonique de KN vers la base B', respectivement qui s'appelle P et Q, et donc tel que, eh bien, JNPR est égal à Q-1 à P. Et donc on a bien le résultat demandé. Voilà. Alors application de ceci, pour terminer ce chapitre. Donc la proposition 16, eh bien on va regarder la transposition. Et donc, on prend toujours une matrice donc, de MNP de... Oh tiens, j'ai mis R, bon bah c'est K, hein, peu importe. Et donc le rang de la transposée de A est égal au rang de A. Alors, ça signifie donc que pour regarder le rang d'une application, d'une matrice, on a défini dans le début de ce chapitre le rang d'une matrice comme le nombre maximal de vecteurs colonnes linéairement indépendants dans la matrice. Et bien, puisqu'on peut transposer ici, c'est donc égal aussi au nombre maximal de lignes linéairement indépendantes, ou de vecteurs lignes, de matrices lignes, si vous voulez, linéairement dépendantes dans la matrice. Donc en fait, pour travailler sur le rang d'une matrice, donc sur le rang d'une application linéaire, hein, ça revient au même, eh bien, on peut travailler soit sur les lignes, soit sur les colonnes. Alors, par contre, ne pas faire un mix des deux, hein, c'est soit on travaille sur les lignes, soit on travaille sur les colonnes. Voilà. Preuve de ceci. Alors, donc, on prend la matrice A qui est dans MNP de K. Donc on appelle petit r le rang de A. Donc d'après la proposition précédente, il existe des matrices U et V inversibles de bonne dimension telles que UAV égale JNPR. Et bien cette relation-là, on va prendre sa transposée. Donc, alors là j'ai pris des transposés un peu à l'ancienne. C'est un petit t en haut à gauche, normalement c'est un grand T en haut à droite. Bon, c'est pas bien grave. Donc la transposée de cette matrice-là est égale à la transposée de l'autre matrice. Du coup, donc on a la relation qui est ici. La transposée à gauche et la transposée d'un produit, c'est le produit des transposés. Attention, il faut bien penser à changer l'ordre des matrices. Et la transposée de JNPR, attention, c'est JPNR. On va changer le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Il faut imaginer les choses un petit peu là quand vous transposez.
Bon, mais en tout cas, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la transposée de V. V est une matrice inversible, et on sait que dans ces cas-là, la transposée d'une matrice inversible est une matrice inversible. Donc en fait, la transposée de A est bien multipliée à gauche par une matrice inversible, et de même à droite par une matrice inversible, pour obtenir JNPR. Bon bah ça signifie que JPNR, pardon. Ça signifie que JPNR et A, et transposée de A, ont le même rang, et le rang c'est R en fait, et donc c'est le rang de A. Donc on a bien le rang de la transposée de A, encore écrit à l'ancienne là, qui est égal au rang de A. Et donc dans ces cas-là, on dit, comme je disais tout à l'heure, que A et JNPR sont des matrices équivalentes, donc c'est une relation d'équivalence dans la relation A est équivalente à J, c'est seulement si on peut multiplier l'une à gauche et à droite par des matrices inversibles pour obtenir l'autre. Voilà la relation d'équivalence, parce qu'il existe d'autres types de relations d'équivalence parmi les matrices. Enfin, pour conclure, on va revenir un petit peu sur les systèmes. Donc si on reprend toujours une matrice dans MNP de K, on peut considérer donc FA l'application linéaire canoniquement associée à cette matrice, et on peut considérer le système qui est ici, dont les coefficients du système donc, sont les coefficients de la matrice grand A. On a donc des inconnus x1 jusqu'à xp, donc p inconnu. On peut considérer le vecteur colonne à p' x1 xp, et ce vecteur colonne, donc on peut le voir comme une matrice colonne, et ensuite on peut interpréter cette matrice colonne comme la matrice d'un vecteur dans la base canonique de kp. Bon bah ce vecteur, en fait, on l'appelle x. Voilà ici. Et puis de même, B1, Bn, on peut les considérer comme les coefficients d'une matrice colonne à n lignes. Et cette matrice colonne qu'on pourra appeler grand B, qui a pour coefficient B1, Bn, matrice colonne à n lignes, et bien cette matrice colonne, on peut l'interpréter elle aussi comme la matrice d'un vecteur dans la base de k puissance n. Donc là, c'est les matrices de vecteurs. Et donc ce vecteur, on peut l'appeler petit b. Donc le système ici peut être interprété d'un point de vue des applications linéaires comme FA du vecteur x égale b, où x est le vecteur inconnu. Alors, donc maintenant, deux possibilités. Soit le vecteur b n'est pas dans l'image de FA. Et donc dans ces cas-là, s'il n'est pas dans l'image, c'est clair, il n'y a pas de vecteur x qui est envoyé sur B, donc l'ensemble des solutions du système, c'est l'ensemble vide. Soit, deuxième cas possible, un peu plus intéressant, le vecteur x est dans l'image de FA, donc il a un antécédent, au moins, qu'on peut appeler V. Et donc, FA de V est égal à B. Alors maintenant, si FA de V est égal à B, j'arrive pas à surligner aujourd'hui, et si FA de x est égal à B, ça veut dire que FA de V est égal à FA de x. Donc, si FA de V est égal à FA de x, ça veut dire que par linéarité de FA de x moins V est nul, donc x moins V est dans le noyau, et donc x est égal au vecteur V plus un vecteur du noyau. Et donc ça y est, on a résolu, ça veut dire que l'ensemble des x sont de la forme V plus un vecteur du noyau, comme c'est écrit ici. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des vecteurs de la forme V plus un vecteur du noyau de FA. Alors maintenant, regardons en termes de dimension. Le noyau de l'application linéaire, la dimension du noyau de l'application linéaire, c'est la dimension, c'est le rang du système, c'est aussi le rang de la matrice grand A. Et d'après le théorème du rang, donc le rang du noyau, c'est on a la formule, le rang la dimension de l'espace de départ est égale au rang de l'application plus la dimension du noyau. Donc la dimension du noyau, c'est donc la dimension de k puissance p, c'est-à-dire p, moins le rang de l'application linéaire, qui est aussi le rang du système, qui est aussi le rang de la matrice. Alors maintenant, pour terminer, est-ce que ça, la dimension du noyau, puisque la dimension du noyau apparaît dans l'espace des solutions, est-ce que c'est la dimension de l'espace des solutions? La réponse est non, attention. L'espace des solutions n'est pas forcément un espace vectoriel, c'est un ensemble, mais c'est pas forcément un espace vectoriel. Alors, c'est un espace vectoriel si et seulement si, en fait, le vecteur V est nul, et V est nul, ça veut dire que B est nul. Donc, en fait, c'est un espace vectoriel si et seulement si le système est un système homogène. Pour un système non homogène, l'ensemble des solutions n'est pas un espace vectoriel.
Alors pour un système homogène, l'ensemble des solutions, du coup, c'est le noyau de l'application linéaire. Et bien pour un système non homogène, c'est les vecteurs de la forme V plus les vecteurs du noyau. Donc en fait, c'est comme si, pour le système homogène, vous aviez un espace qu'on peut représenter par exemple par un plan d'un espace de dimension 3, et puis, donc qui passe par le noyau passe par le vecteur nul, donc le bout de mon doigt ici, c'est le vecteur nul. Et puis, donc, si le système n'est pas homogène, il faut rajouter V. Et donc en fait, on fait une translation du noyau, et donc c'est la translation du noyau fait qu'on a un ensemble de vecteurs de l'espace de départ, mais qui n'est pas un espace vectoriel, qui ne contient pas le vecteur nul. Alors c'est un ensemble, c'est pas un espace vectoriel, alors bon, je vous le dis comme ça, mais c'est pas du tout au programme, c'est ce qu'on appelle un espace affine. Et géométriquement, ça, avec mon dessin là, représente, enfin mon dessin, ce que je représente avec mes mains, c'est comme si vous aviez un plan dans l'espace, mais qui ne passe pas par l'origine, en fait, c'est ça. Qui est translaté par rapport au plan vectoriel, ensemble des vecteurs du plan, qui lui contient le vecteur nul. Voilà. Bon, et voilà, et donc si jamais le V est nul, et bien dans ces cas-là, l'ensemble des solutions, donc c'est le noyau de FA, et donc l'ensemble des solutions, c'est P, donc le nombre d'inconnus, moins le rang du système. Voilà, chose qu'on avait déjà vue. On en a terminé avec les matrices et applications linéaires. Voilà, vous pouvez pousser un grand soupir, et puis reprendre une grande bouffée d'oxygène aussi, parce que après l'algèbre linéaire qu'on a terminé, on fera de l'algèbre bilinéaire très bientôt. Voilà, je vous laisse sur ces dernières paroles.